Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala shafil mursalin. Nous démarrons notre lab et ce lab c'est la suite de la formation et des deux vidéos en fait concernant la virtualisation qu'on a partagé suite à l'invitation à l'ENSA Ryuga qui nous a invité en fait pour donner en fait une présentation sur la virtualisation et le cloud computing. Alors en fait on va faire un petit lab pour tout simplement une mise en pratique des principes de la virtualisation qu'on a vu. Et bien sûr, on va essayer de voir, on a déjà expliqué qu'est-ce que c'est la virtualisation, quels sont les principes de la virtualisation, quels sont les avantages de la virtualisation. Maintenant, on va voir comment on peut, bien sûr, pratiquer tout ça dans un environnement réel, dans une entreprise. Dans un premier temps, je voudrais en fait vous donner en fait une idée sur notre architecture, sur notre environnement, qui est tout simplement un petit environnement. Et bien sûr, cet environnement-là, on peut le retrouver dans un environnement professionnel, mais ça va être beaucoup plus grand en fait dans cette présentation en fait ou bien dans ce lab, on va voir en fait cette architecture-là qui se compose de deux serveurs. Mais réellement, vous allez avoir plus que de deux serveurs si vous travaillez en fait et si vous êtes administrateur de la virtualisation. Vous allez avoir 10 voire plus de serveurs qui tout simplement représentent une host. On a déjà expliqué la dernière fois, on a dit qu'une host tout simplement c'est un serveur physique qui héberge un hyperviseur qui est tout simplement le software qui nous permet de faire la virtualisation. Alors, cette architecture est composée de deux serveurs physiques qu'on a appelés host 1.la.training, host 2.la.training. Bien sûr, ces noms-là sont équivalents à des adresses IP. Et bien sûr, on a déjà un DNS qui fait la traduction de ces noms à des adresses IP. Alors, ces deux hosts, ces deux serveurs, ils sont connectés via un routeur à une management station. C'est une station de travail pour la gestion des hyperviseurs. On a expliqué durant la vidéo, on a dit qu'il y a deux types d'hyperviseurs. Il y a l'hyperviseur type 1 et l'hyperviseur type 2. L'hyperviseur type 2, c'est une solution lab comme VMware Workstation. Et l'hyperviseur type 1, c'est vraiment un hyperviseur qu'on trouve dans le monde professionnel qui permet en fait de bénéficier du maximum de ressources physiques sur le serveur. Si vous n'arrivez pas à comprendre ces principes, je vous demande de revenir en fait à notre vidéo et la revoir pour comprendre en fait de quoi il s'agit. Alors, on a deux hosts qui sont connectés via un routeur. Et bien sûr, ce routeur est connecté aussi à une station de travail. Grâce à la station de travail, on peut créer les machines virtuelles et on peut faire les modifications, la migration, création des clusters et autres. D'accord. Dans notre présentation, ces deux serveurs, on va les mettre en tant que clusters qui vont faire en fait le même travail, qui veut dire qu'on peut migrer entre les machines virtuelles, entre les deux serveurs, de façon très simple. D'accord. Alors là, c'est l'architecture. Par contre, ces machines virtuelles, pour qu'on puisse bénéficier en fait et faire de la migration et faire en fait la haute disponibilité comme l'on l'a vu durant la vidéo et faire en fait le DRS, tout ça on l'a vu durant la vidéo, tout ça pour le faire, bien sûr, on a besoin d'un stockage partagé. Ça veut dire que les machines virtuelles doivent être dans un espace partagé et cet espace, en fait, les deux serveurs doivent avoir un accès à cet espace. C'est pour ça que la deuxième partie de la configuration, ça va être comme suit. On va utiliser un autre routeur qui connecte aussi les deux hosts, mais ce routeur-là, il est connecté à ce qu'on appelle en anglais storage array, qui est une baie de stockage. Une baie de stockage, tout simplement, c'est un ensemble de disques durs, d'accord. C'est un châssis, hein, qui contient plusieurs disques durs. C'est pas un serveur, mais c'est tout simplement un châssis qui contient plusieurs disques durs. Ces disques durs, bien sûr, on crée dessus des disques virtuels. C'est tout simplement la partie logique qui est affichée en fait à ces serveurs. Et c'est pour ça qu'on voit sur cette image-là qu'on a storage array qui est la partie physique. Mais bien sûr, ces disques durs, on va créer dessus des volumes logiques. On va prendre des groupes des disques durs, on va créer un volume logique pour faire par exemple le RAID. C'est ce qu'on voit ici en fait. J'ai créé deux volumes logiques qui sont shared, ça veut dire partagés en français, et shared one. Ça veut dire on a deux espaces logiques qui sont disponibles pour les deux hosts. Alors cette deuxième configuration qu'on voit en bas, c'est tout simplement représente ce qu'on appelle un SAN. Ça veut dire c'est un réseau de stockage. Et comme vous le voyez, j'ai utilisé deux couleurs différentes pour faire la différence entre le réseau normal qui est la communication entre les deux serveurs qui passe via le routeur qui est en haut, qui est connecté par des lignes en bleu, et en fait des lignes en orange qu'on voit en bas et qui relie en fait le réseau de stockage. C'est-à-dire c'est le trafic
de stockage. Et bien sûr, dans une entreprise, il faut vraiment séparer entre les deux parce que ce sont deux trafics différents. On a le routeur pour les données standards, pour la connexion standard, et on a le routeur qui est en bas pour le SAN. Et ça, tout ça, ça représente bien sûr notre réseau SAN. Peut-être qu'on aura l'occasion par la suite, un jour, de discuter en fait de stockage, des SAN, et comment cela peut être bénéfique pour une entreprise et comment faire la configuration. Alors ça, c'est une idée en fait rapide sur notre configuration. Sinon, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de se connecter en fait à notre environnement pour voir comment on peut travailler avec cette architecture. Alors, rapidement et sans trop entrer dans le détail, maintenant je suis connecté sur ma machine qui est ma station de management. C'est mon ordinateur qui me permet en fait de gérer mes serveurs. En fait, c'est l'interface que vous voyez ici. En fait, ce que vous voyez là, vous l'ignorez parce que tout simplement, c'est une autre application que j'utilise pour gérer mes bureaux à distance. En fait, je suis connecté à ma station de travail via un bureau à distance. Ça veut dire que je ne suis pas physiquement sur le serveur. D'accord? Alors, là maintenant, comme j'ai dit, hyperviseur type 1, le management ne se fait pas sur le serveur directement, mais on aura besoin toujours d'une application pour faire le management, ça veut dire la création des machines virtuelles et autres, chose que on ne trouve pas dans l'hyperviseur type 1, parce que si vous installez un VMware Workstation, vous n'avez pas besoin d'un autre ordinateur pour gérer les machines virtuelles, mais vous faites le tout sur votre ordinateur. Alors, là maintenant, en fait, pour vous donner en fait un aperçu, c'est pas une formation sur le tool, mais c'est juste pour vous donner en fait comment on peut se connecter. C'est tout simplement, on a deux manières pour se connecter à notre serveur qui héberge notre hyperviseur. Il y a le vSphere Client, d'accord, cette application-là, et il y a le vCenter Server. Le vSphere Client, il permet de gérer une host, d'accord. Par contre, lorsqu'on parle de vCenter Server, il permet de gérer toute l'architecture. Ça veut dire que si on se connecte via cet utilitaire-là, pardon, il est en train de se connecter. Alors, si on se connecte via cet utilitaire, on va se connecter à une seule machine. On a maintenant host 1.lab.training qu'on a vu sur l'architecture. Je vais donner en fait le nom d'utilisateur. Et là, ça va me permettre de me connecter en fait à une machine ou bien à une host. D'accord? Alors, en se connectant sur cette host, là, on est normalement en train de se connecter à notre serveur physique qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelait host.1.lab.training. Ça, c'est le certificat installé. Yes. Et là, on va voir, on va se connecter à notre serveur. Ça, c'est la première méthode pour se connecter à un serveur. Voilà. Alors là, si le serveur, c'est mon serveur physique, je peux me connecter et je peux faire ce que je veux sur mon serveur, créer des machines virtuelles, voir les ressources et autres. Alors, on fait juste, j'attends juste que ça se connecte correctement. Voilà, en fait, c'est une période d'évaluation que je suis en train d'utiliser. Il me reste 39 jours. Lorsque vous installez ESXi, ce qu'il faut noter, c'est que vous avez la possibilité en fait d'utiliser tous les services gratuitement pendant 2 mois. Si vous voulez bien sûr tester. Alors là maintenant j'ai déjà une machine virtuelle. Ce qu'on voit ici c'est une machine virtuelle. Comme je peux créer d'autres machines virtuelles, New Virtual Machine. Et là je peux choisir bien sûr qu'est-ce que je choisis, typical ou bien custom. Typical ça veut dire il va, en fait je choisis par exemple le type de machine, est-ce que c'est Windows 2008, il va me chercher tout simplement tous les paramètres par défaut pour installer cette machine virtuelle. D'accord. Sinon je peux choisir custom et personnaliser et c'est à ces moments-là je choisis moi-même qu'est-ce que je veux utiliser comme ressource pour cette machine. Ça veut dire la taille de la mémoire, taille de disque dur, les composants qui vont intégrer la machine virtuelle. Bon, je peux par exemple faire une machine test, je vais l'appeler test, et là, ça ce sont les disques durs qui sont présentés sous forme, comme j'ai dit, d'un volume logique. Et on voit ici qu'on a 3 volumes logiques. On a le Datastore 1, on a le Shared 1 et on a le Shared Datastore. On a vu tout à l'heure qu'on a sur nos SAN, on a 2 disques logiques qui sont Shared 1 et Shared. D'accord. Alors ces deux, ils sont sur mon SAN, ça veut dire qu'ils sont sur une baie de stockage externe. Ça marche. Datastore 1, ça veut dire qu'elle est en local. Alors on a 3, 2 qui sont partagés et un disque dur qui est en local. Bon, je vais choisir par exemple un disque dur qui est partagé et je vais choisir Shared Datastore. Ça veut dire là, cette machine virtuelle, ça va être enregistrée pas sur mon serveur physique, mais plutôt sur une baie de stockage externe. Je choisis,
Là, c'est la version de machine virtuelle. On ne va pas en discuter, ce n'est pas le sujet de cette formation. Je vais choisir le minimum. Je vais donner un CPU, un corps. La taille de mémoire, je vais choisir le minimum, 128 mégas. Ça facilite en fait par la suite la gestion des machines virtuelles. Le but, c'est pas installer une machine. Ça, c'est les cartes réseau. Je peux choisir autant de cartes réseau. Je peux choisir jusqu'à 4 cartes réseau, par exemple. Hein, ou bien je peux choisir une seule carte réseau virtuelle. On a dit, durant la première formation, ce sont des composants émulés. Ça, c'est mon contrôleur. Le disque dur virtuel, ou le disque, pardon, oui, c'est un disque virtuel pour la machine virtuelle. Là, on choisit la taille du disque dur. Rappelez-vous qu'on a parlé la dernière fois pour les team provisioning et le tick provisioning. On a dit le team provisioning, je peux choisir 40 Go, mais il va utiliser consommer sur ma baie de stockage externe que l'espace consommé. Ça veut dire que je peux choisir ici 40 Go, mais après le démarrage, normalement, la machine virtuelle, il va prendre que quelques mégas qui représentent en fait la taille réelle consommée par la machine virtuelle. D'accord? Ça, c'est mon contrôleur et tout simplement, ça, c'est machine virtuelle. Hein. Elle est sur un serveur qu'on appelait host, on l'appelait test. Et là, ce sont les composants. Taille de la mémoire, carte réseau, contrôleur RAID, la taille du disque dur, type de taille de disque dur. Elle est sur un espace partagé, contrôleur et le type de disque. Et bien sûr, je peux ajouter d'autres paramètres si je veux. Continue pour modifier quelques paramètres. En fait, peut-être que vous pensez que je parle trop vite, mais le but de cette formation, c'est pas en fait la machine virtuelle même, mais c'est juste vous montrer comment on peut créer des machines virtuelles. Mais le détail, comment la création et les composants, ça, peut-être vous allez le voir en fait sur d'autres vidéos qu'on a déjà partagées sur la chaîne et d'autres vidéos qu'on va partager prochainement. Alors, taille de la mémoire, je peux par exemple choisir que le premier démarrage ou bien le deuxième démarrage soit sur le BIOS, parce que la machine virtuelle a un BIOS. Alors, next time virtual machine boot force into the BIOS. Voilà, ça, il va automatiquement, le prochain démarrage, la machine va démarrer sur le BIOS. Ça va être une idée et bien sûr une opportunité pour nous pour voir le BIOS de la machine virtuelle. Alors, clic droit, je démarre machine virtuelle. Pour voir le contenu de la machine virtuelle, il y a ce qu'on appelle la console. On va ouvrir la console et on va voir notre machine. Là, maintenant, on est tout simplement connecté à un autre ordinateur virtuel, hein, qui, bien sûr, ressemble tout à un ordinateur physique. Alors, on patiente que ça démarre. Parfois, ça prend un petit peu de temps. Hein. C'est un premier démarrage, il ne faut pas oublier aussi. Voilà. Alors, ça, c'est le BIOS de la machine virtuelle. Ça n'a rien à voir avec le BIOS du serveur physique. On a déjà expliqué ça. Ça, c'est un BIOS émulé. Parce que même les composants qu'on a ici, ce ne sont pas des composants réels. Ce sont des composants émulés. Ça marche? Alors ça, c'est mon BIOS. Alors là, on a créé notre première machine. On est connecté à notre première machine. Mais si on pouvait lancer une installation pour accéder à un ordinateur. D'accord, et pouvoir utiliser, installer des applications, ce que vous voulez. Bon, ça, c'est première connexion à un serveur physique et première création de la machine virtuelle. Généralement, les personnes qui travaillent sur VMware Workstation et autres solutions hyperviseur type 2, ils pourront savoir comment créer ça, comment utiliser. C'est juste les interfaces qui sont un petit peu différentes. Maintenant, on passe à quelque chose beaucoup plus avancé. On va fermer ça et on va tout simplement se connecter à notre vCenter Server. On va pas expliquer en détail c'est quoi vCenter Server, mais ce que vous devez en fait retenir, c'est tout simplement vCenter permet de gérer, comme j'ai dit tout à l'heure, toute une infrastructure. Ça veut dire on peut créer des data centers, des clusters, des machines virtuelles, des réseaux bien avancés, d'accord. Et contrairement en fait à vSphere Client qui permet de gérer un seul serveur. Alors on va se connecter en fait, parce que j'ai déjà installé vCenter Server ici. On se connecte via une interface web, comme on peut se connecter via vSphere Client aussi. Alors, vCenter Server, c'est ça l'interface. Bien sûr, l'installation de tout ça, c'est pas le sujet de notre lab, on pourra le voir par la suite. Ça, c'est un overview pour vous montrer c'est quoi la virtualisation qu'on peut utiliser, comment on peut l'appliquer dans un environnement réel. Alors, administrateur. Pardon.
Alors, on se connecte à notre interface web, à notre vCenter serveur. Et bien sûr, restez connectés avec nous. Inscrivez-vous dans notre chaîne YouTube, dans notre page Facebook pour pouvoir bénéficier et savoir. Parce que tout ça, on va le voir prochainement dans notre chaîne. Alors là, c'est l'interface. Vous voyez que c'est un petit peu différent. On peut avoir accès à différentes différents trucs, le stockage, host et cluster, chose qu'on n'a pas sur vSphere Client, ce qu'on a vu tout à l'heure, des profils, on peut gérer aussi des profils. Alors maintenant on est connecté à notre vCenter server. Ce qu'on va faire maintenant, on ne va pas créer en fait une machine virtuelle, mais on va créer toute une infrastructure. D'accord? Alors l'infrastructure commence bien sûr par un data center. C'est-à-dire ce qu'on va créer maintenant, c'est un data center. Et dans le data center, on peut importer les machines, les différents serveurs physiques qui hébergent des machines virtuelles. D'accord? Alors, ça c'est le vCenter server. On va créer un data center. On va supposer qu'on est l'école ENSA qui a différents data centers sur le Maroc. On va créer notre data center ENSA. On va appeler par exemple, désolé, je vais renommer, on va appeler ENSA. Voilà, on a créé notre data center ENSA. Alors, dans l'ENSA, on peut bien sûr ajouter des machines, des hosts, d'accord, physiques. Il existe déjà, il héberge des machines virtuelles. Il faut maintenant les associer à notre data center virtuel. Alors, on va ajouter par exemple notre premier. On a dit qu'on a deux serveurs. On a host 1 et on a host 2. Alors, on va ajouter host 1 et host 2. Bien sûr, il faut ajouter l'utilisateur et mot de passe, parce que c'est pas n'importe qui peut ajouter des serveurs. Voilà, il a détecté déjà les machines virtuelles. Rappelez-vous, test, c'est une machine virtuelle. C'est la machine virtuelle qu'on a créée tout à l'heure. Et l'autre machine était déjà là. Next, c'est une version d'évaluation. Next, next, finish. Et là maintenant, on va ajouter notre machine virtuelle, pardon, notre serveur, notre host à ce data center. On va ajouter la deuxième host qui s'appelle host 2.lab.training. Et là, sur cette host, il n'y a pas de machine virtuelle, c'est vide. Alors, tout le reste, bien sûr, tous les autres paramètres que vous voyez, en fait, vous ne comprenez pas en fait c'est quoi, de quoi il s'agit, bah, peut-être qu'on va les voir prochainement. Alors là, il est en train d'ajouter, ça c'est la barre, d'accord? Il nous donne en fait la progression de notre task. La première qui était ajoutée, la première host est déjà terminée, la deuxième maintenant elle est terminée, on peut voir nos hosts. Alors là maintenant c'est clair, on a les deux hosts, on a ajouté, maintenant on peut les gérer, d'accord? Maintenant pour pouvoir bénéficier en fait des services distribués dont on a discuté durant notre formation, qui sont la HA, la fault tolerance et DRS, bah, il faudra créer un cluster. Du coup, dans notre data center, on va créer un cluster. Et bien sûr, dans un data center, on peut avoir différents clusters, peut-être un cluster pour chaque département, quoi. D'accord? Alors, on va appeler cluster 1. D'accord? Là, on a créé notre cluster. Ça, ce sont les services dont on a discuté. DRS, vous pouvez revenir à notre vidéo. HA, vous pouvez revenir aussi à notre vidéo, bien sûr, sachant qu'on a donné aussi juste un overview, parce que tout simplement, il y a pas mal de choses à voir par rapport à ces deux paramètres. Et ça nécessite carrément une formation sur ça. Alors, on va activer HA. Alors, HA, on a dit que tout simplement, lorsque un serveur tombe en panne, les machines virtuelles vont tout simplement être migrées directement vers un autre serveur, vers une autre host. Voilà. DRS, on va pas le voir pour le moment. Et on va activer tout seulement HA qui est intéressante. Là maintenant, on a
créer notre cluster. Normalement, c'est déjà créé. On va voir. On va juste, il faut parfois updater ici. Voilà. Cluster 1. Bien sûr, maintenant, ces machines virtuelles, plutôt ces hosts, il faut les ajouter à notre cluster. Pareil. Move host into cluster. Elle a déjà détecté les hosts. Et là, on va les ajouter à notre cluster. Alors là maintenant, on a notre data center qui est ça. On a un premier cluster. Ce cluster, il contient 2 serveurs physiques. Et bien sûr, chaque serveur a des machines virtuelles. Pour le moment, on a une host qui a 2 machines virtuelles, qui est host 1. Et host 2 ne contient aucune machine virtuelle. Premier test qu'on va faire. Là, notre test 1, on a vu que cette machine-là, elle est déjà allumée. On a pu accéder au BIOS. Ce qu'on va faire, on va supposer que par exemple, je vais faire une modification sur mon serveur host 1. Je veux la migrer vers un autre serveur. On a parlé de la migration durant la formation. Parce qu'on va faire, c'est très simple. Migrate. Et là, je choisis que je veux migrer ma machine virtuelle. Je peux migrer que la machine virtuelle. Comme je peux migrer la machine virtuelle et son stockage. Comme je peux migrer que le stockage. Ça veut dire l'ensemble des fichiers. On a dit qu'une machine virtuelle égale un ensemble de fichiers. On va migrer que la machine virtuelle. Et là, il nous demande, bien sûr, en fait, où vous voulez migrer cette machine. On sait que la machine existe sur host 1 et on n'a qu'un seul serveur disponible qui est host 2. On va migrer vers host 2. Next. Ça, c'est question concernant le réseau. Et demande, est-ce qu'on souhaite migrer maintenant ou bien pour plus tard? On va migrer maintenant et on va faire finish. Et là, tout simplement, il est en train de migrer la machine virtuelle. Vous voyez que c'est très simple, c'est très facile à migrer la machine à migrer en quelques secondes. D'accord? Pourquoi? Parce que on a en fait, un partage ou bien un stockage partagé. C'est-à-dire les données de cette machine virtuelle test, ils sont accessibles pour host 1 et host 2 parce qu'ils sont stockés sur une baie de stockage externe. Maintenant, pour s'assurer, est-ce que notre machine test, il existe bien sur host 2? On peut venir sur host 2, sur test, la machine test. On voit bien le BIOS. Et là, host, il nous dit en fait sur quel host il est hébergé. On trouve bien qu'elle est sur host 2. C'est-à-dire la migration a bien fonctionné. Ça, c'est la migration. On va voir un autre principe. On peut voir le fault tolerance. On a dit durant la formation que fault tolerance, c'est quoi? C'est tout simplement, on crée une machine virtuelle. D'accord? On crée une machine virtuelle identique. C'est-à-dire une machine virtuelle primary et autre secondary, qui font exactement la même chose. Au cas où il y a un problème sur le serveur, on a automatiquement une autre machine prête à l'utilisation. Zéro downtime, si vous vous rappelez. Alors, on va essayer de faire la même chose ici. On va prendre cette machine test, on va créer une autre machine identique. C'est fault tolerance. Rappelez-vous du nom du service. Vous pouvez revenir à notre vidéo si vous ne vous rappelez pas. Et là, ce sont des warnings. Bon, ça, c'est pas le moment d'en parler. Et là, il nous demande où est-ce que je veux créer en fait notre deuxième machine qui est secondary. D'accord? Bien sûr, il faut utiliser un espace de stockage partagé. Juste patienter, parfois c'est un petit peu lent. Voilà. Alors, bien sûr, il faut que le fichier soit partagé. On a enregistré notre machine dans cette data store qui est shared. On va maintenant stocker la deuxième machine sur un autre espace de stockage partagé qui est shared one. Pareil pour les autres fichiers de la machine virtuelle. En fait, ce qu'on est en train maintenant de faire, c'est de choisir l'emplacement où on va stocker les données de la machine virtuelle. Parce que la machine virtuelle, je répète encore une fois, ce n'est qu'un ensemble de fichiers. Si on transporte le fichier, on transporte aussi la machine virtuelle. Alors, la machine virtuelle, parce qu'on l'a migrée, elle est maintenant sur host 2. D'accord? Qui veut dire que notre deuxième machine va être sur host 1. On va avoir deux autres machines virtuelles, pardon, deux machines virtuelles identiques, chaque machine dans un serveur différent. Voilà. Finish. Et là, il est en train de créer ma deuxième machine virtuelle et il y aura une synchronisation en temps réel. Ça veut dire lorsque je bouge la souris sur une machine, ça va bouger sur l'autre machine. Elle a terminé et là vous voyez que j'ai
deux machines virtuelles qui portent exactement le même nom. Pour s'assurer, la première machine virtuelle elle est sur host2.lab.training. La deuxième machine virtuelle elle est sur host1.lab.training. Là, c'est en fait la fault tolerance. C'est-à-dire si jamais cette machine tombe en panne, l'autre il va tomber en panne. Bien sûr, la machine elle est éteinte. Il vaut mieux allumer. Ok. Il y a un problème de power on pour le moment. C'est pas un problème. Mais ça, on peut en discuter. Mais généralement, c'est ça le principe. C'est que maintenant, on a deux machines virtuelles identiques. On va voir côté data center, plutôt cluster, les machines virtuelles qu'on a. Et là, on trouve bien deux machines virtuelles, une primary qui est sur host 2 et une secondary sur le deuxième serveur. En fait, ça c'est le principe en fait de fault tolerance. Là maintenant, on ne va pas faire le fault tolerance comme solution, mais on va utiliser HA. On a dit que HA, c'est tout simplement lorsque un serveur tombe en panne, la machine va démarrer automatiquement sur un autre serveur. Alors, comment on va faire? Tout simplement, on va annuler la fault tolerance. On va garder une seule machine. Turn off fault tolerance. C'est très simple. Vous voyez, c'est en deux clics. Je peux faire énormément de choses qui vont toucher plusieurs serveurs à la fois. Alors, on est en train d'annuler. Et là, maintenant, bien sûr, il va supprimer ma deuxième machine virtuelle. Et je vais utiliser qu'une seule machine virtuelle, que la machine test. Et bien sûr, j'ai choisi en fait d'utiliser des machines virtuelles qui sont très simples. On n'a pas installé d'OS ni quoi que ce soit. Ça facilite en fait la gestion. On voit bien que la deuxième machine virtuelle est disparu, hein, mais elle est en train toujours de travailler. Voilà, c'est terminé. Ma machine virtuelle est, comme j'ai dit, n'existe plus. Par contre, je garde quand même la primary machine virtuelle. Ça marche. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va tester la fault tolerance. Alors, pour faire fault tolerance, ça se fait au niveau du cluster. Il faut absolument avoir un cluster pour pouvoir la tester. Il faut bien sûr modifier les paramètres du cluster. Je crois qu'on l'a déjà activé, mais je vais juste confirmer avec vous. Alors voilà, on a DRS, on a HA. On va voir HA, DRS, on ne va pas le voir pour le moment. Alors, voilà, on a ici HA, il est bien activé. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, tout simplement, on va arrêter un serveur. Alors, la machine, elle est sur quel host? Elle est sur host 2. Alors, on va carrément arrêter en fait, on va débrancher carrément le câble. Hein. On va arrêter ce serveur-là. On va simuler une panne. On va créer un problème sur le serveur. D'accord? Et on va voir est-ce que la machine va migrer automatiquement ou pas. Ça, c'est très simple pour le faire parce que je suis sur un cloud. Je vais tout simplement arrêter ce serveur. Alors, on a dit que la machine, elle est sur host 2. Ben, ce que je vais faire, je vais mettre hors tension. Mettre hors tension, ça veut dire qu'on débranche le câble. Alors là, maintenant, il est en train de arrêter, en fait, subitement host 2. Et on va voir, est-ce que la machine va migrer ou pas. La machine virtuelle, en fait, il va migrer, mais il faut la démarrer. Ça redémarre, en fait, automatiquement. Ce qui veut dire qu'il y aura quand même un petit downtime de quelques secondes, voire quelques minutes. Mais c'est pas très méchant concernant, en fait, si on la compare qu'il y ait réellement un problème physique sur un serveur sans la HA activée, sans utiliser en fait la virtualisation. Alors je reviens ici, on va voir host 2, est-ce qu'il y aura un problème ou pas. Bien sûr, il y a quand même un temps de synchronisation, on va pas voir le problème sur le champ. Là, voilà, on voit que host 2 not responding. Et test, elle est déconnectée. Hein. Voilà, alors là, il y a un problème. Bien sûr, on va voir est-ce que ça va migrer ou pas. On va activer. Parce que là, il est en train maintenant de migrer normalement.
Et voilà, on voit ici que notre machine virtuelle, elle est sur host 1. La migration a bien fonctionné. D'accord? Et là, la machine, elle est shutdown. C'est-à-dire que la machine, elle est allumée. Alors là, notre HI a bien fonctionné. C'est-à-dire que j'ai arrêté ce serveur-là, subitement. Ma machine, elle était ici. Mais là, elle a automatiquement redémarré sur un autre serveur qui est host 1. D'accord? Et là, bien sûr, si on vérifie ici, on vient que la machine virtuelle est bien démarrée sur mon serveur ici. D'accord? Qui veut dire que HI a bien fonctionné. Bon, ça aussi, c'est un test, ça veut dire on a testé la première possibilité qui est HA, on a testé fault tolerance, DRS, ça nécessite plusieurs machines virtuelles et ça nécessite en fait que la charge n'est pas équilibrée entre les serveurs. Rappelez-vous de la vidéo qu'on a donné l'explication. Ce n'est pas évident pour faire pour le moment, sachant qu'on parle tout simplement d'un overview, mais j'espère en fait qu'on a essayé de pratiquer un petit peu ce qu'on a vu durant la formation, on l'a mis en évidence et vous voyez en fait que ça fonctionne et le gain que ça permet de faire en fait gagner pour garder les machines virtuelles critiques, d'accord, pour l'entreprise. C'est un overview et j'espère en fait que ça vous avez eu maintenant l'idée très claire par rapport à ce qu'est la virtualisation et comment on peut bénéficier dans une entreprise. On ne parle pas de la virtualisation de VMware Workstation, mais on parle vraiment de la virtualisation dans un environnement de travail. Parce que rappelez, ou bien imaginez que c'est ce serveur-là qu'on vient de sauver en quelques secondes et un serveur pour une banque. Et si ce serveur pour cette banque reste bloqué pendant des heures ou bien des jours, c'est beaucoup d'argent perdu pour l'entreprise. J'espère que vous êtes très satisfait de la vidéo. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, suivez nos vidéos sur la chaîne YouTube et bien sûr vous pouvez me contacter ou nous contacter aussi par email sur notre adresse moroccan.virtualization@gmail.com et surtout il faut s'inscrire dans les vidéos parce que aimer la page n'est pas suffisant, il faudra s'inscrire sur les cours. On a une base de données avec les adresses email de tous les utilisateurs. À chaque fois il y a une nouveauté, on envoie un email à toutes les personnes intéressées. Et s'il y a une formation, aussi on envoie un email à toutes les personnes. Inscrivez-vous dans la chaîne, inscrivez-vous dans la page et surtout il faut faire l'inscription sur notre page, sur le lien que vous voyez ici. Il faut appuyer sur utiliser le lien ou bien utiliser le bouton que vous voyez. Je vous remercie infiniment pour votre d'avoir visualisé notre vidéo, d'avoir vu le contenu, d'avoir participé aussi si vous étiez en fait dans notre présentation à INSA. Je vous remercie infiniment et passez une très bonne journée.